Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter, vous faire un portrait schématique de l'ampli de Thierry. Ça m'a été demandé par quelques-uns. Donc, comment se présente cet ampli? Cet ampli se présente simplement déjà comme on peut le constater sur pas mal de marques, avec un circuit d'entrée classique avec un demi CC83 ici, avec donc un grand gain qui sur sa résistance anodique on peut voir 180K, et sur sa cathode 3K3 découplé assez fortement par un 10 micro. S'ensuit après un circuit donc de contrôle de tonalité. C'est un contrôle de tonalité négatif, donc c'est-à-dire c'est soustractif. Ça va faire une chose, c'est enlever certaines fréquences, mais ça n'en rajoute pas. Contrairement à un Baxendal peut être en négatif, c'est-à-dire supprimer certaines fréquences ou augmenter ces mêmes bandes de fréquences. Là, on ne fait qu'une chose, c'est atténuer certaines fréquences. On les enlève. Voilà comment se composent la plupart des préamplis de guitare. Ce n'est pas un Baxendal, c'est on peut appeler ça un étouffeur, quoi. Je monte un poil la caméra, voilà. Ensuite, donc, on a un deuxième étage qui est l'autre moitié de la ECC 83, qui volontairement j'ai mis un gain un peu moins élevé, et vous pouvez constater que sur sa cathode il n'y a pas de découplage. Pourquoi? Parce que on va faire une chose, c'est rentrer dans de ce qu'on appelle la boucle d'effet. De ce fait, je ne voulais pas avoir trop de niveaux sur la boucle d'effet. Voilà, donc ce montage est aussi classique dans beaucoup de cas. On retrouve ici un relais qui vient être commuté par la position drive, c'est-à-dire la saturation pour augmenter le gain. On y passera après. Donc les condensateurs de liaison ici, donc on a un nano 5 pour les aigus. On a ici un 0,1 micro avec ici en parallèle un 10 nano sur le potentiomètre de grave, et ici on a un 6 nano 8 qui va donc enlever les fréquences médium. Donc ici aigu, médium et grave. On a le gain donc de l'étage d'entrée avec une résistance. C'est vrai que mettre une grille directement sur un potentiomètre, ça n'est pas toujours très bon. Donc on a une résistance 220K sur la grille, couplée avec un condensateur de 470 picots pour donc laisser passer les fréquences aiguës. Parce que généralement, si on n'avait qu'une résistance avec l'effet Miller de la cathode et de la grille, on perd pas mal dans les aigus. Donc de ce fait, on peut ici rajouter ce petit condensateur pour augmenter dans les hauts aigus. Ça déjà bon, 470 picots, 220K, on est aussi assez large dans les aigus. N'espérez pas que ça descende très bas, mais on est quand même dans les aigus. Il est aussi conseillé pour certains, si vous voulez une position bright, de rajouter ici
une résistance et un petit condensateur qui vont venir sur le potentiomètre, et vous aurez un effet donc qui peut être commuté par un interrupteur en marche ou arrêté pour mettre en service ce truc là. Donc là je vous conseille 47K avec le condensateur qui va être de l'ordre de 150 picots. Et ça vous donne un effet bright quand vous êtes à bas volume, alors que souvent dans enfin un effet bright, un effet brillant en français, à bas volume. Souvent quand on a besoin d'aigus, il faut aller très haut dans le gain et on arrive donc après à la position au crunch. Donc cette possibilité ici améliore les aigus dans ce système-là. Donc après, comme je vous avais dit ici, ce étage a moins de gain que le précédent. Le condensateur liaison est un 47 nano avec une résistance à la masse pour tirer la tension continue pour éviter le clock quand on commute en position drive ou quand on utilise le send et le return donc de la boucle d'effet, c'est-à-dire quand on utilise un effet, quand on va commuter la prise ou changer d'état par le mode drive. Donc voilà pour cette partie là. Après on a l'autre partie ici qui est le préampli qui va faire une chose, c'est-à-dire relever le gain de la boucle d'effet et aussi compenser souvent le manque de gain qu'on a sur la sortie du préampli pour attaquer le déphaseur. Donc cet étage a pas mal de gains aussi, hein. On a 68K, 510 ohms dans la cathode, donc ça fait un gain qui est assez important. J'ai voulu ça pour une cause, c'est-à-dire favoriser légèrement l'harmonique 2, ce que justement les guitaristes aiment beaucoup. Donc là pareil, on vient du retour, condensateur 10 nano de liaison, ici une 3K3 pour dans le cas où on a une pédale qui sorte beaucoup de niveaux, éviter de saturer la grille, hein, puisqu'on arrive à l'écrêtage de grille, donc on risque de faire chauffer la grille. Bon, il faut pas rêver non plus, elle va pas rougir. Et donc on a une résistance de tirage de grille de 820K qui va à la masse. Comment fonctionne ensuite ce système de... c'est disons un atténuateur ou aussi il est un peu actif, un atténuateur de bande de fréquence. Donc il est composé d'un filtre ici en T, comme on peut le voir à l'aide de ces deux résistances, et du condensateur qui se referme à la masse, suivi de notre condensateur ici pour donc faire varier sur certaines fréquences aussi. Donc on a par ce biais de ce filtre en T, on va avoir un balayage qui va pas, il faut pas rêver, être assez important, mais qui va nous atténuer certaines fréquences, disons de 4-5 dB. On n'ira pas jusqu'à 6 dB. Pardon. Donc il est couplé ici par un 470 picots pour laisser la priorité dans les fréquences aiguës, hein, comme on peut voir ici par le biais du 470 picots qui shunte le filtre en T.
Ensuite, on a ici quand même une atténuation des fréquences médium par le biais de ce 4 nano7 10 nano et qui revient ici donc sur la cathode qui est à l'opposé donc forcément de la valeur anodique. Donc on atténue bien aussi par ce biais là. Ensuite on a ici le déphaseur de Schmitt. Donc j'ai utilisé ici une CC81. Pourquoi? Parce que sa résistance interne est plus faible que la ECC 83, vu que j'ai mis des résistances anodiques qui sont plus faibles que d'habitude, hein. Généralement ça tourne aux alentours de 100 kg. Là, on est à 68 kg, donc ici sur le pied des cathodes et des grilles, j'ai 22K. Donc ne pas oublier que c'est cette valeur qui fait par le courant de cathode le balancement de l'opposition de phase d'un tube à l'autre. Donc on vient attaquer par le potentiomètre de master, donc c'est-à-dire le volume général de l'ampli. Hein, donc ici on a le gain, on a ici le master qui est le volume général, ce qui permet d'éviter une chose, c'est de tourner trop fort quand on a un gain maximum ici, ou même par une boucle d'effet, une pédale de distorsion qu'on pourrait rajouter, d'éviter de casser les oreilles à tout le monde. On peut aisément jouer confortablement avec un volume modéré justement, et tout en ayant la saturation de la partie préampli ou de la partie drive. Voilà donc pour ce système là, j'ai voulu mettre ces résistances. Pourquoi? Parce que ici on va driver des tubes qui demandent un courant de grille un petit peu élevé, donc c'est pour ça que j'ai favorisé la ECC 81 qui a un gain qui est peut-être moins important que la ECC 83, malgré qu'il soit assez correct. Donc de ce fait, on peut aisément driver les deux grilles des EL300. Que dire d'autre? Donc ici on a la contre-réaction qui vient de ce côté-là, avec le condensateur ici de découplage de grille et la résistance ici qui va être par le biais de cette résistance là faire un diviseur résistif pour l'amortissement de l'ampli. Donc ici on a cette fameuse 470 ohms qui nous permet de faire la tension de polarisation de grille de la bascule ici. Ici j'ai rajouté un potentiomètre de 10K pour une chose, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe souvent dans les deux tubes, on n'a pas quelque chose d'identique, c'est-à-dire dans la même enveloppe, les deux triodes n'ont pas tout à fait le même gain quand on les mesure, donc on vient compenser ici par ce biais de potentiomètre d'équilibrage pour favoriser un tube ou l'autre, celui qui serait un peu plus faible que l'autre. Donc ça nous permet d'avoir une phase qui sera bien meilleure, enfin une alternance sur l'autre qui sera bien meilleure pour l'équilibrage des deux niveaux de sortie pour attaquer les grilles. Alors maintenant on va voir la partie drive. Alors qu'est-ce que c'est la partie drive? Comme on peut le constater, on a une similitude entre les deux étages ici, hein, c'est-à-dire on a résistance 150K au lieu de 180K. On a une chose différente, c'est-à-dire on a des découplages de cathodes
pour augmenter le gain au maximum. Et on a une petite chose différente, c'est-à-dire qu'on a un condensateur de 220 picots qui vient augmenter l'effet Miller du tube. Donc l'avantage de ça, c'est défavoriser les hautes fréquences, ce que les disons certains guitaristes n'aiment pas, c'est-à-dire il y en a qui appellent ça l'effet d'abeille, c'est-à-dire il y a les abeilles quand c'est trop aigu ou trop médium, et de ce fait notre écrêtage sera beaucoup plus doux, et s'il est plus doux, il sera moins grinçant, ça va pas, disons, pour les gens qui aiment jouer du métal. Pour les gens qui aimeront jouer du métal, il faudra forcément enlever les deux capacités de 220 picots qui sont en dérivation entre la cathode et l'anode de ces deux demi-tubes. Voilà, donc ça, on a ici un pré-drive par ce gain numéro 1, un autre gain numéro 2 qui est le deuxième drive, et ici on a un volume de sortie de cet effet. Comme pour la plupart du temps, on a un volume, un niveau de sortie de l'effet pour sur une pédale de saturation. Pour quand on change d'état, pour retomber sur les mêmes niveaux, pour éviter que forcément quand vous êtes si ici il n'y avait pas ce potentiomètre, on aurait un son qui serait beaucoup trop fort. Donc on peut ici régler aisément le volume pour arriver à retomber quand on est en mode normal ou en mode drive, avoir le même niveau de sortie de l'ampli. Voilà, donc pour ça, c'est commuté par un relais qui est un relais 12 volts qui peut être actionné soit par un foot switch. Moi, Thierry m'a demandé un interrupteur donc de façade, et je suis resté sur l'interrupteur de façade. Sinon, en parallèle, vous pouvez mettre un jack avec un foot switch à l'arrière de l'ampli. Donc il n'y a pas de reverb parce que lui ne voulait pas de reverb, il veut une reverb qu'il insère sur la boucle d'effet, qui est un peu la même chose, hein. Il utilise aussi un delay, donc pareil, qui va se cascader avec se chaîner avec les différentes pédales sur la boucle d'effet. Voilà, donc c'était de sa volonté. Moi, je me suis plié à la volonté de Thierry, ce qu'il m'a demandé. J'ai essayé de le faire dans mes petits moyens. Alors, donc, pour le principe, à part la modification ici de la correction de tonalité, c'est du système donc Dumble. Donc, je me suis inspiré du système Dumble ici pour toute cette partie avec quelques modifs de valeur que j'ai apporté. C'est tout ce que j'ai, disons, modifié un petit peu, comme je vous avais dit, la correction de tonalité, quelques modifs de valeur anodique, c'est tout. La capa de découplage qui n'est pas présente sur la deuxième cathode ici. Voilà, sur cette partie-là, bon, mais j'ai rajouté cet étage qui est une C86, qui est un tube HF TV, qui a un très grand gain aussi, qui est légèrement dont le gain est inférieur à la CC83, et qui est une monotriode, donc pourquoi encombrer encore avec une autre triode qui ne servirait à rien. Autant utiliser une triode qui dans la même enveloppe a qu'un tube. Bon, ben voilà, j'ai fait comme ça. On m'a demandé pourquoi utiliser des EL300.
Alors la EL300 a un avantage, c'est que sa résistance interne, contrairement à la EL34 ou la 6L6, est beaucoup plus faible. Peut driver un courant relativement élevé qui peut aller jusqu'à 400 mA. Mais le truc, c'est-à-dire, on vous dit que ce tube n'a pas un grand pouvoir de dissipation. Quand on regarde la taille de l'anode de la EL300, quand on voit le ballon d'une EL300, quand on compare ça à une 6L6, on peut voir quand même que la surface anodique de la 6L6 est bien plus faible. Si on regarde par rapport à une L34, voilà donc la L34, on a une anode, c'est vrai, qui est un poil, non même pas guère plus longue, mais quand on peut voir la surface de dissipation anodique développée de la EL300, on a quand même une surface développée qui est beaucoup plus importante sur la EL300. Alors cet ampli, j'ai fait beaucoup d'essais, c'est-à-dire que ça a tourné longuement avant de dire j'utilise ce tube ou je ne l'utilise pas. Je reste dans le classique avec des 6L6 ou L34. Et donc j'ai opté pour monter ces tubes-là qui m'ont donné entière satisfaction. Déjà d'une part pour une cause, c'est que vu sa résistance interne très faible, on peut utiliser des transformateurs de sortie avec un primaire à une impédance qui sera beaucoup plus faible. Donc de ce fait, si on a une impédance plus faible, on va tourner avec une tension beaucoup moins élevée. Donc le rapport de transformation sera plus faible. De ce fait, on a un rapport primaire-secondaire par rapport à sa tension d'alimentation qui va se situer comme si on avait 550 volts avec EDEL34 pour sortir 50 watts. Alors que là, on est à 360 volts, mais avec un courant qui est plus élevé, puisqu'on est à une impédance plus faible. Et malgré donc ce système-là, on a un avantage certain, c'est que on a une valeur inductive qui est beaucoup plus faible que un transformateur qui va faire 10 kg ou 6 kg 6. Donc le primaire a une inductance qui est pas la même qu'un transfo qui a 6 kg 6, et là on est à 2 kg 2 au primaire. Donc l'avantage, c'est d'avoir utilisé ces tubes là, c'est ça. Deuxièmement, bon, ce sont des tubes qui montent très haut en fréquence, hein. On peut les utiliser aisément en chef pour faire des émetteurs radio, il n'y a aucun souci pour ça, ils passent très bien des fréquences qui sont élevées, et ils ont tendance peut-être à une chose, c'est-à-dire à auto-osciller. Donc bien protéger le G2 quand on vient les commuter, ne jamais les torsader ensemble, ni avec les anodes, puisque là on est obligé pour revenir sur la plaque que vous avez vue qui est verte, sur lequel il y a le relais. Au début j'avais torsadé les fils et je me suis retrouvé avec un accrochage terrible, donc une auto-oscillation qui était
faite par ce tube-là, mais pas par le reste. Même en débranchant les condensateurs de liaison de grille, on avait un fort accrochage. Donc c'est vrai que ça ferait un très bon oscillateur HF. Et l'accrochage était relativement élevé, il était de l'ordre des 10 mégas. Hein. Alors bon, et qu'est-ce qui est arrivé? Forcément, bon, mais vu que ici l'impédance primaire était très faible, les deux fils torsadés, bon, on finit par amorcer. On arrivait quand même à un niveau HF qui était relativement élevé. Heureusement que j'avais mis une résistance de charge sur la sortie, sinon le transfo aurait brûlé, se serait mis, disons, à amorcer entre les spires du primaire. Voilà ce qui est conseillé, de toujours mettre une charge sur un transfo de sortie, même la plus faible possible, même faire un court-circuit pour des tubes. On vous dit ouais, ça craint, le tube il va rougir, il y en a certaines personnes qui vous diront ça. Oui, mais il vaut mieux à la limite faire rougir un tube qui ne va pas s'épuiser sur le rougissement de son anode et aussi rapidement que ce qu'on pourrait penser, parce que ce n'est pas un transistor. Un transistor, s'il avait eu ce désastre-là, il se serait désintégré de suite. Donc, à la limite, faire un gros circuit pour certains essais. Hein, c'est pas, même il y a eu certains amplis qui avaient un jack qui, si on ne le raccordait pas, se mettait le secondaire en court-circuit. C'est vrai que c'est eu arrivé, j'ai eu certains transfos qui ont amorcé dans le primaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de charge secondaire. Donc faire bien attention à ça. Alors la raison que je vous ai dit, c'est ce tube-là. Il peut être neutrodiné, c'est-à-dire faire une chose, faire une queue de cochon. On va prendre à ce moment-là deux bouts de fil qu'on va relier, pas relier, mais disons mettre ensemble pour faire une capacité. On va faire comme ça. Alors ça dépend de la capacité que vous voulez pour neutrodiner votre tube. Vous pouvez faire ça. Donc ici c'est ouvert, un peu écarté. Et ça va être relié entre l'anode et la grille 1 pour éviter de l'accrochage interne. C'est une capacité rajoutée entre la grille et l'anode. Donc une capacité Miller qui est rajoutée en plus. Sur certains tubes HF, cette partie était mise à l'intérieur du tube. C'était ce qu'on appelait des tubes neutrodinés. Donc là, voilà pour le petit conseil. Alors essayez de bien écarter les deux parties des deux G2 ici. Ça évitera les accrochages. Bien écarter, faire attention au niveau du relais, pareil que ne pas rapprocher trop les conducteurs des deux parties du tube. Voilà, bon, mais tout ce qu'il y a à dire. Bon, j'ai mis 560 ohms en série parce que quand on est en direct sur l'anode, on a un risque de courant plus élevé de grille, et on a aussi tendance à l'accrochage beaucoup plus rapidement. Donc toujours favoriser 560 ohms sur la G2, la grille 2, la grille numéro 2, ou l'écran, selon comme il y en a certains qui appellent. Et donc là, ce système fonctionne correctement. Avec 560 ohms, vous pouvez aller jusqu'à 820, voire, bon, pas le kilo, ça fait un peu trop après, mais 820 maximum. Ici, donc, j'ai mis de résistance de grille pour éviter donc le courant de grille de saturation du tube,
comme je vous ai dit, on ne fera pas rougir, mais la 4,7 kg protège aussi et va faire un écrêtage plus doux par la saturation que quand on arrive au sommet, c'est-à-dire pendant l'alternance positive. Si on n'avait pas cette 4,7 kg, qu'est-ce qu'on aurait? Bon, ben, on aurait un écrêtage brutal. Donc toujours rajouter une petite résistance série avec une grille. Ensuite, j'ai ici un pont diviseur pour le potentiomètre d'équilibrage, parce que ne pas oublier une chose, c'est qu'ici on a des tubes qui sont disparates, donc de ce fait ils ne sont pas triés. Vous pouvez, si vous avez un analyseur de tubes, les trier. Vu le prix que ça coûte, vous pouvez en prendre plusieurs pour arriver à tomber sur deux à peu près identiques. Mais l'avantage de l'équilibrage ici, c'est que on peut favoriser ou défavoriser un tube par rapport à l'autre. Donc vous avez ici deux résistances de point de test de courant de cathode. Donc moi j'ai déterminé, pour que ça fonctionne bien, qu'on n'ait pas l'harmonique 3 trop présente, donc qu'on ait un bon raccordement, trop présente même. Je suis arrivé à la faire disparaître, je vous expliquerai avec le reste. Donc on peut après, une fois être arrivé à mettre cette tension à donc 55 mA, ce qui nous donne à travers la norme 0,55 V, le calcul est très facile. Donc mettre un voltmètre entre les deux pieds des normes, des deux points de test, et faire un équilibrage pour retomber à zéro. Et alors là, quand vous retombez à zéro, vos deux tubes sont parfaitement équilibrés. Voilà pour ça, donc le choix déterminé pour ces tubes. Donc on passe en mode pseudo-triode ou pentode. Par le biais de ce relais, on vient ramener l'anode sur la G2, donc par ce relais ici. Et sinon, quand on est en mode pentode, on vient ici sur cette régulation. Alors justement, donc j'ai choisi cette tension de 205 volts avec une tension de 360 volts ici, parce que je vous expliquerai, on verra après par la partie alimentation. Il y a ici un transistor BUT12 et ici un transistor BF859. Donc ces deux transistors sont référencés. Donc ici il y a ce qu'on appelle le comparateur, qui a dans son émetteur une résistance, une Zener, pardon, c'est pas une résistance, c'est une Zener, qui est maintenue par le biais de 750K et qui va nous déterminer une tension de 33 volts. Ici, on a un potentiomètre, un diviseur résistif ajustable pour arriver, par le biais de la comparaison, donc déterminée par le diviseur résistif et le potentiomètre, à avoir 205 volts. Alors ça, c'est alimenté par la HT1, donc le 360 volts, au travers d'une 82 ohms, qui est un peu une résistance fusible. Le BUT12 sera monté sur un radiateur, parce que il y a quand même un courant d'écran qui va être appelé en fonction de la conduction du tube, c'est-à-dire par l'accélération des électrons. Donc de ce fait, le BUT12 est monté sur un radiateur. Bon, vous pouvez prendre, j'ai marqué BUT12, quelque chose de similaire. Bon, s'il y en a qui veulent le faire avec du MOS, ils peuvent faire avec du MOSFET, c'est pas... Le truc en soi est pas critique. Il y a en sortie, donc là j'ai mis un 10 nano parce que pour éviter, qu'est-ce qui se passe souvent,
On est sur, pas flottante, mais une Zener a tendance à faire du bruit. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pour éliminer le bruit, c'est-à-dire le bruit c'est souvent un souffle, j'ai mis un condo de contre-réaction, puis c'est une contre-réaction qui vient ramener le courant collecteur, enfin au travers le bruit collecteur sur la base. Donc comme c'est en opposition de phase, on va exterminer le bruit. Donc ici, on a une 75K qui vient pour faire saturer le transistor quand si ce transistor ne fonctionne pas, si on enlève ce transistor, donc il n'y a plus de courant, donc le transistor BUT12 sera en saturation. Et donc notre ici comparateur vient moduler cette tension, ce courant, enfin cette tension de base pour arriver à avoir une tension de 205 volts. Voilà pour ça, donc ce 205 volts n'est pas par hasard, c'est en fonction de deux choses, c'est-à-dire la partie ici, il y a une régulation aussi pour la tension de G1. J'ai, disons, grandement trituré ces tubes pour arriver à un minimum de distorsion d'harmonique 3, parce que quel est le problème dans un push-pull? C'est souvent l'harmonique 3. Donc pour faire cette harmonique la moins présente possible, avec un tube, donc la EL300 est un tube qui est très très chatouilleux, si on part dans des tensions d'écran un peu élevées, on a un risque de saturation rapide, et c'est vrai c'est pour ça que j'ai mis ici une régulation, parce qu'il est difficilement contrôlable par ça pour l'heure d'écran. Alors maintenant, on va passer à une chose un peu plus complexe. C'est la polarisation des grilles. Donc, de ce fait, on a deux modes qui sont triode et pentode. Quand on rapproche la G2 de l'anode, le tube va avoir besoin d'un recul de grille beaucoup plus important. Alors c'est dans sa nature, c'est-à-dire tous les tubes ont un recul de grille en position quand on utilise une tension de G2 proche de la tension de l'anode. Forcément le recul de grille devra être plus important, puisqu'on a une accélération des électrons qui va être bien plus forte que quand on est avec une tension de G2 moins élevée, G2 ou écran. Je reviens toujours à G2 ou écran. Donc pour ça, on a donc ces deux modes triode et pentode, et on a deux tensions de G1. On a ici une régulation qui va être une régulation par le négatif. Donc qu'est-ce qui se passe? Habituellement, cette partie ici va au positif. Cette partie, je l'ai ramenée donc au négatif. Et on va réguler, disons, par la masse, au lieu de réguler par le positif. C'est à l'identique, on inverse, c'est tout, le système fonctionne à l'identique. Alors on a un ballast ici qui est un BF 338. On a un driver ici qui est le comparateur, donc comme on a vu précédemment ici. Et on a au pied une Zener, mais qui est accompagnée d'un transistor.
Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en 20 volts, je n'ai pas de Zener qui sont suffisamment importantes pour supporter, disons, cette puissance. J'ai fait une chose, j'ai mis en dérivation un transistor qui va accompagner le courant, c'est-à-dire ici, la Zener sera traversée par un courant qui sera bien moins élevé que si elle était directement mise à la masse. Donc ce transistor ici n'a pas d'utilité si vous avez une Zener qui peut tenir, disons, un demi-watt, un demi même, voire 1 watt. Il vaut de préférence 1 watt. C'est pour ça que j'ai rajouté ce transistor, parce que ici, la Zener, c'est une quart de watt. Donc elle aurait chauffé un peu trop, et j'ai mis donc en dérivation ce transistor qui accompagne le courant de la Zener. Mais on a toujours, la référence est toujours à 20 volts, parce que dès que ici le seuil va dépasser, enfin 20 volts 6, puisque on a la jonction base émetteur, et de ce fait, ça sera toujours maintenu à 20 volts 6, mais avec un courant qui passera au travers de la Zener qui sera bien moins important. Alors donc ici on a la similitude de ça, la même chose, hein. On a un diviseur résistif sur la base du transistor comparateur, et on a une référence dans son émetteur. Alors la particularité, bon ici on n'a pas la même chose que ça. Pourquoi? Parce que ici on va être obligé de faire une commutation. Une commutation selon l'état du mode pentode ou triode. Donc quand on sera en mode pentode, pardon, on va avoir une tension négative, un recul de grille, qui va être ici pour attaquer ça, parce que là on a un déchet de tension dans la partie diviseur résistif, une tension qui sera aux alentours de 40 volts, moins 40 volts. Alors que si on passe en mode pentode, donc qu'est-ce qui va se passer? Il faut une tension, un recul de grille plus élevé. Donc de ce fait, on va modifier le diviseur résistif. Et qui va être modifié par le biais ici d'un photocoupleur, avec donc du 12 volts. Le photocoupleur est là pour isoler galvaniquement. J'aurais pu utiliser aussi un relais, mais disons 3 relais ou un relais multi, là c'est un relais double inverseur, c'est déjà c'est pas mal, mais si je prends un relais avec plus de contacts d'inversion, les contacts sont pas terribles, donc j'ai préféré utiliser un photocoupleur pour venir commuter le diviseur résistif, pour changer la valeur du diviseur résistif. Donc le photocoupleur est excité par le biais du 12 volts qui vient par l'intermédiaire de l'interrupteur déterminer le mode pentode ou triode selon s'il est ouvert ou fermé. Donc quand il est ouvert, on est en mode pentode, donc on n'utilise que cette partie-là. Cette partie-là n'est pas utilisée. Et on fait varier donc le diviseur résistif par le biais de ce potentiomètre 50K ici. Et on va déterminer d'abord en mode pentode le courant ici qu'on doit régler à 0,55 V. Et une fois qu'on a fait ça, on passe en mode pentode. On vient ajuster ce potentiomètre, en mode triode, pardon. On vient ajuster ce potentiomètre ici, donc c'est-à-dire l'inter sera fermé ici, le relais va basculer de l'autre côté. Et on va donc régler ce potentiomètre de façon à avoir sur le point test 0,55 V à l'identique. Alors ici, la tension, au lieu d'être de 40 volts comme je vous disais,
va monter aux alentours de 80 volts, entre 75 et 80 volts. C'est selon, donc, comme je vous ai dit, ici, je ne me rappelle plus exactement combien c'était, mais c'est proche des 80 volts. On est proche des 80 volts négatifs, ici, moins 80 sur les grilles, mais il n'y a pas moins 80 ici, on doit tourner aux alentours de moins 70 volts, entre 70 et 75, moins 75 volts. Voilà donc la particularité de ce système, comme je vous disais. Bon, il y a des transistors ici, ce sont des transistors qui ne sont pas actifs, hein, dans la partie signal, traitement de signal, il ne modifie en rien la partie audio, hein. C'est purement statique, ça n'a rien de dynamique dans la partie audio. Ça a juste un avantage, c'est de pouvoir réguler la tension pour éviter des phénomènes de variation dans les tubes. Voilà pour ces deux parties-là. Donc ici, bon, découplage, pont redresseur. C'est un transfo toroïdal que j'ai monté dessus, que j'ai trouvé chez TubeTown. Donc c'est un 2 fois 250 volts, dont les parties, la partie secondaire ici achetée, vont être montées en parallèle. Ici pour le 2 fois 50 volts, ça va être monté en série pour avoir une tension de à peu près 140 volts ici, enfin pas tout à fait 140, 130, on va calculer ça, c'est facile, hein. On a 100 volts, donc 100 multiplié par 1.414, 141 volts. Voilà, exactement, donc 141 volts ici en haute tension. Enfin, en haute tension négative pour la régulation. Voilà pour ça. Après, donc, on a deux enroulements de 6 volts 3. Sur la partie enroulement 6 volts 3, j'ai utilisé un doubleur Schenkel pour commander les relais sur du 12 volts. Donc j'ai mis une résistance sécurité 15 ohms ici, avec une Zener de 12 volts, hein, pour l'écrêtage. Ici un condensateur de 220 micros et un découplage final, un 220 micros ici aussi. On n'est pas dans le critique à dire ouais, il y a un peu d'ondulation résiduelle, on en a rien à cirer, c'est pour exciter des bobines de relais. Donc les deux relais, que ce soit le mode triode pentode, donc sont accompagnés aussi de diodes roue libre. Il y en a une ici et une ici. Qu'est-ce que c'est ce qui permet de faire une rupture beaucoup plus rapide? C'est pour ça l'effet ici aussi. Et quand on relâche l'interrupteur, d'éviter d'avoir aussi le flash dans l'interrupteur quand on coupe la tension. Voilà pour ça. Donc ici le 6 volts 3 est mis à la masse par un pied, parce que bon, c'est des EL300, elles ne sont pas critiques au niveau du chauffage, et la cathode est pratiquement à la masse, donc le peu de tension résiduelle ne va pas amener de la ronfle sur les EL300. Souvent sur les tubes de puissance, quand on a deux enroulements pour le chauffage, on ne va pas mettre une tension d'équilibrage de chauffage. Voilà pour ça. Ensuite, donc, pour les chauffages des tubes ECC 83, ECC 81 et EC 86, j'ai mis un potentiomètre d'équilibrage ici des alternances, hein. On fait un pseudo point milieu en mettant un potentiomètre de résistance. Les deux résistances, c'est pas toujours parfait. La solution idéale pour enlever le plus de ronfle possible, ça sera de mettre un potentiomètre pour équilibrer
les deux alternances du 6V3. Donc je vous conseille donc le potentiomètre, c'est un potentiomètre bobiné de 220 ohms qui fait 3 watts. Et donc il chauffe un peu, mais pas, il n'est pas brûlant. Puisque généralement ce qui est utilisé, ce sont des résistances qui sont de l'ordre du demi-watt pour faire le point milieu fictif du 6V3. Sinon, bon, si on peut trouver un transfo avec un point milieu, c'est bien mieux. Mais là, dans ce cas, je n'ai pas de transfo à point milieu. Ici, donc, j'ai rajouté une CTN de 10 ohms parce que c'est un transfo torique. L'appel de courant, sans parler, puisque ici on a un interrupteur stand-by, l'appel de courant à vide est très élevé, donc j'ai mis un fusible 4 ampères, donc on coupe phase neutre ou l'inverse neutre phase, hein, selon comme vous allez brancher sur certaines installations électriques qui sont pas toujours le neutre à gauche ou à droite, je ne me rappelle plus hein, comment c'est représenté. Ici le point de masse, de masse de terre, hein, le châssis qui est très important aussi, c'est un ampli de guitare, n'oubliez pas ça. Le guitariste peut, s'il joue avec des tongs, il y a un orteil qui dépasse, qui touche le pavé et le bonhomme il est électrocuté. Alors c'est un point de sécurité qui est très important, toujours mettre la terre sur un ampli de guitare. Ne jamais jouer avec un ampli de guitare où il n'y a pas de terre. Hein, j'ai connu un gars qui jouait de la guitare, a attrapé le micro et il a tenu ses cordes bien fortement serrées et le micro serré, puis il s'est retrouvé par terre. Bon, pas de réanimation, mais le collègue qui était là a eu la présence d'esprit d'aller faire sauter le disjoncteur parce qu'à l'époque il n'y avait pas des interdifférentiels et le mec s'est remis de ses émotions, mais ça a été très long quand même pour arriver à un régime normal. Voilà, donc très dangereux, donc ne pas négliger la terre sur tout ce qui est ampli de guitare et sonorisation. C'est pareil dans les sonos, si le gars, lui, il a un ampli qui est relié à la terre et que la sono ne l'est pas, il va attraper le micro, son ampli est à la terre, et là, c'est pareil, le problème est le même. Donc, bien faire attention que tout appareil dans la sonorisation soit toujours lié équipotentiellement à la terre, sinon il y a risque. Voilà, donc le transfo vient de chez Tubetown, c'est un Toridal 260 VA, hein, donc 260 watts. C'est vrai que, donc ayant mis les deux enroulements en parallèle, il a quand même tendance, sur la puissance, à perdre un peu de tension. Hein. Je vous le cache pas. N'oublions pas que ces tubes peuvent driver un très fort courant. Donc ici, le courant qui circule est relativement important. Le fusible que j'ai mis en protection du transfo et du pont redresseur est donc de 800 mA. Donc ce n'est pas rien non plus. Donc voilà, pour les consignes de sécurité qui sont très importantes à respecter. Qu'est-ce que c'est qu'il y a d'autre là-dessus à rajouter? Bon, comme je vous dis, les fusibles, protection, ici pareil, un fusible 100 milli, là ici 800 milli pour la haute tension. J'ai rajouté cette résistance sur le stand-by parce que c'est vrai que l'appel de courant, ici on a 220 micros, est relativement élevé quand on passe en fonctionnement. Donc les condensateurs sont préchargés légèrement ici, hein, parce que
Au départ, ça va être relativement important, hein, la tension va monter, mais au fur et à mesure que les tubes ici vont chauffer, ils vont se mettre à conduire, et de ce fait, ici, le courant va s'abaisser quand les tubes vont arriver à leur potentiel de fonctionnement, à leur point de fonctionnement normal. Donc ici, j'ai différentes tensions qui sont pour alimenter les divers circuits. Alors là, HT1, bien sûr, vient venir ici sur le transfo de sortie pour alimenter les tubes de puissance et va venir ici pour alimenter notre stabilisation à 205 volts. La HT2 va alimenter la partie des phaseurs ici. La HT3 va alimenter cette partie de cet étage ici, comme on peut le voir. Et la HT4 donc, va venir alimenter la partie préampli qui va être donc avec des tensions bien moins élevées et des courants moins élevés, puisque les résistances nodiques sont relativement élevées. Voilà donc pour la particularité de cet ampli. Si il y a des questions, vous me laissez des commentaires sur les questions. Donc les deux transfos, ça vient de chez TubeTown. Ici c'est le modèle Dumble. Ici c'est pour le remplacement d'ampli sur transfo d'Alim sur ampli Marshall. Voilà, bon, le reste, ça c'est les tubes, donc EL300, il y en a certains qui connaissent, il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Voilà comme ça se présente avec l'anode sur le dessus. Et donc c'est de l'octal, hein, classique, donc le brochage en 2 et 7, et pour la partie chauffage. Et le reste, bon, mais faire attention parce qu'il y a certains points où les électrodes sont réunis, hein, en 2 points. Voilà, et bien faire une chose, c'est-à-dire écarter les G2 sur les supports vers G2, pardon, les supports vers le relais de commutation, ou mettre le relais de commutation le plus proche possible de la partie où on va avoir les deux fils qui viennent du transfo et des anodes, pour éviter les accrochages, parce que c'est vrai que c'est un tube qui a une fâcheuse tendance à vouloir auto-osciller. Voilà, bon, je vous ai fait voir pour le cas du neutrodinage, s'il y en a certains qui ont des tubes qui ont tendance à auto-osciller, donc on va mettre le neutrodinage entre la grille, la G1 et l'anode. Voilà, donc le neutrodinage, ça s'appelle une queue de cochon, et c'est fait tout simplement comme ça, avec deux fils qui sont montés en spiralé, comme pour les chauffages des tubes. Plus vous mettrez de spirales, et plus la capacité va augmenter. Donc si je prends mon petit capacimètre, je sais pas s'il est en état de fonctionner, si la pile est encore bonne. Ah, il ne veut pas se calibrer, j'ai l'impression que la pile est morte. Ouais, la pile est morte. Donc ça c'est mort, c'est pas la peine. Si je prends un autre
On va prendre ça, mais ça c'est pas parfait. Un capacimètre, je pense pas qu'on puisse le lire. Alors, fonction, capacité. Voilà, donc il s'est mis à 0, mais il donne que des nanos, hein, alors je pense pas qu'il soit capable de lire ça. Non, ça, il ne dit pas ça. Mais enfin bon, on n'arrivera pas à des valeurs énormes, hein, en fonction du nombre de torsades. Ça doit être de l'ordre d'une dizaine de picofarades, c'est tout. Pas s'attendre plus. Dans les tubes, les neutrodinages sont faits pareil, hein, c'est des électrodes qui sont montées côte à côte dans le vide. Donc comme c'est dans le vide, il n'y a pas de risque d'amorçage. Alors que là, faire attention parce qu'il y a risque d'amorçage. Bien écarter, bien prendre du fil suffisamment isolé, au minimum 500 volts. Voilà, que dire de plus, ben pas mieux. Je vous attends pour des commentaires là-dessus, et si question il y a, ben posez vos questions, je serai là pour y répondre. Et je vous dis à la prochaine vidéo.